Salut à tous, c'est Monsieur N, bienvenue sur LearnTech pour cette quatrième partie, et donc cette dernière partie sur la mécanique statique. Donc, on a défini les trois premières étapes pour réaliser une étude mécanique sur un système. La plus importante reste quand même la dernière, c'est de définir si en fait nos contraintes euh, internes aux matériaux vont être suffisantes pour que notre matériau soit considéré comme assez résistant pour notre système. Donc, on va définir les types d'efforts qui existent. Et donc, le premier, ça va être des efforts de contrainte normaux. Donc, ça, c'est les efforts normaux. L'effort normal, maximal, il s'applique ou en compression ou en traction. Ça, c'est à connaître, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez un chewing-gum, si vous le compressez, ou n'importe quel matériau réellement, en fait, ce qui caractérise un système, c'est sa masse et son volume. Si vous le comprimez ou si vous le tirez, et ben vous vous rendrez compte rapidement qu'en fait il va avoir tendance, même si ça se voit pas, mais même au niveau microscopique, il va toujours vouloir garder sa masse et son volume. Or, quand on le compresse, on a tendance à réduire son volume dans ce sens-là. Donc il va compenser, tenter justement grâce à ces bourrelets là, si vous voyez ces bourrelets là qu'on voit dans le système là, ça fait une sorte de gomme en bourrelet là, dans le cas de la compression, et bah vous vous rendez compte très rapidement que cette contrainte là, bah, il cherche quand même à garder sa masse et son volume. C'est la même chose pour la traction, sauf que là c'est on tire sur le matériau. Ça se voit très bien sur les matériaux qui sont très plastiques, donc si vous avez des élastiques, si vous avez une gomme sur vous, si vous avez un chewing-gum sur vous, vous allez vous rendre compte rapidement que là, c'est très visuel et ça se voit très très bien normalement. Ou un bonbon, les bonbons en gel, si vous regardez bien, vous tirez sur ça, vous verrez très bien que ça se déforme sous ce formalisme-là. Donc ça, c'est dans le sens de la norme, c'est-à-dire qu'en gros, là, je l'ai fait dans ce sens-là, mais si votre système est comprimé dans ce sens-là, et bah vous aurez la déformation mais dans l'autre sens, d'accord? Donc faut pas considérer que c'est que dans ce sens-là, quoi. Il faut aussi considérer que c'est dans ce sens-là, possiblement. Effort tranchant maximal, alors là c'est du cisaillement. Alors le cisaillement c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'en gros, euh, votre matériau, quand vous appuyez à un endroit, eh ben, il va tendance à être cisaillé. Exemple bête, un talon sur du parquet, ça peut le poinçonner à certains endroits. C'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas qu'on utilise des talons sur des parquets chez eux. Hein, on essaye d'éviter aussi de faire tomber, quand vous faites tomber en fait un couteau par exemple par terre à un certain endroit chez vous, vous pouvez directement avoir une marque au sol à cet endroit-là. C'est typiquement un effort de cisaillement qui a été fait, mais ponctuel. Mais vous pouvez le faire en réel en appuyant très très fort sur quelque chose. Donc ça, c'est un autre effort. Vous n'aurez pas obligatoirement à le connaître en STI, mais c'est quand même intéressant de le préciser. Et le dernier, le moment fléchissant maximal. Et donc là, c'est avec la flexion. Donc là, vous prenez pareil votre gomme, votre, votre, votre élastique ou autre. Si vous appuyez vers le bas, il va avoir tendance en fait à se déformer sous ce formalisme-là. Vous allez créer en fait une compression dans la partie haute de votre système et une traction dans la partie basse de votre système. Et donc, du coup, vous allez créer des efforts qui sont différents des deux cas avant. Donc, qu'est-ce qu'une contrainte? Alors, en mécanique, des milieux continus et en résistance des matériaux en règle générale, la contrainte mécanique décrit des formes que les particules élémentaires d'un milieu exercent les unes sur les autres par unité de mesure. La contrainte va de pair avec une déformation de la matière dans laquelle il s'exerce. Donc vous voyez bien que à côté de ça, bah, évidemment, il se définit en kilos, kilo, méga, giga, mais en pascal, d'accord. Il peut s'appliquer aussi en newton par mètre carré. Je vous ai déjà expliqué que le pascal c'était du newton par mètre carré. Et le dernier en bar. Alors voici les liaisons entre ces différentes unités. Donc vous avez un pascal qui est égal à 1 newton par mètre carré et un mégapascal qui est égal à 10 bars. Donc c'est comme ça que vous obtenez les résultats de pression d'un système réel. C'est ce que vous allez avoir dedans, c'est les contraintes dans le matériau lui-même. Alors, on va parler de deux états qui sont l'état limite ultime ou ELU.
alors en anglais Ultimate Limit State, hein, qui constitue à vérifier qu'il ne subsiste pas de déformation irréversible sous la charge ou à fortiori qu'elle ne représente pas de dégradation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est la résistance du matériau pur, c'est-à-dire que le matériau, bah, dans un bâtiment, si vous avez votre mur, si vous avez votre dalle, si vous avez n'importe quel matériau de votre système, et ben, vous vous rendrez compte très rapidement que si votre matériau ne résiste pas suffisamment, bah, il peut casser. D'accord? C'est ce qu'on avait vu dans les premières vidéos. Certains systèmes ont été très mal dimensionnés, ils ne sont pas capables de résister en fait à leur ELU. Donc le deuxième, c'est l'état limite en service, ou ELS, qui consiste à vérifier que leur déformation élastique reste compatible avec leur fonctionnement. Donc là, c'est la déformation des matériaux en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce qu'il casse pas votre matériau que votre matériau il est acceptable à certains points de vue. Exemple très bête, euh, si vous prenez un plancher, si votre plancher il se déforme trop, bah, il peut être impraticable. Si vous avez par exemple 5-10 cm au centre de votre plancher, ça va se voir. Et donc du coup, quand vous lavez, bah, vous allez avoir une flaque d'eau qui va apparaître au milieu. Vous avez trop de choses qui vont apparaître et qui vont rendre le système en fait pas suffisamment en fait acceptable au niveau de son fonctionnement lui-même. Un plancher se doit d'être droit. Donc du coup, vous n'aurez pas de problème. C'est pareil, un mur, si il commence à se déformer, bah, évidemment, vous allez créer une déformation sur le plancher, sur votre toiture, hein, sur votre plafond. Et sur votre plafond, bah, au-dessus de votre plafond, il y a le plancher du voisin du dessus. Si vous êtes dans un appartement, vous avez votre toiture. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une déformation de matériaux sur vos systèmes qui soit trop importante. Si c'est par exemple 0,1 mm, c'est peut-être acceptable, hein. Et on va voir ça dans la suite de notre travail. Donc si les deux, donc ELU et ELS, sont respectés, le système est suffisamment dimensionné. Alors pour l'effort normal, il faut donc vérifier la résistance des matériaux et le déplacement des matériaux. Donc première chose à faire, donc en résistance des matériaux, compression et traction. Donc à appliquer dans le cas d'une traction, une compression, c'est-à-dire un effort dans le sens de la norme. Et bah, vous voyez, c'est sous ce formalisme-là que ça apparaît. C'est-à-dire que si vous tirez sur un matériau, bah, l'ensemble de sa section de matériau va être tiré. Et donc, il faut utiliser l'équation suivante. La surface d'application 1 en grand S qui est exprimée en mètres carrés et avec la force ponctuelle F qui est appliquée, là c'est N, là dans notre cas. Et ben on utilisera l'équation suivante. La contrainte est égale à la force sur la surface. Ça, vous la connaissez déjà, il faut que vous la connaissiez par cœur. Techniquement, ça fait partie des acquis que vous devez avoir en STI. Déplacement des matériaux, là c'est un peu plus complexe. Là, on va parler d'allongement relatif. L'allongement relatif, c'est quoi? C'est la différence. Donc voici les différentes caractéristiques de l'allongement relatif. Donc là, c'est l'allongement relatif, ça c'est une sorte de pourcentage, vu que vous allez avoir une longueur en haut et une longueur en bas au final. Le delta L, c'est le déplacement relatif entre la barre chargée et non chargée. Donc quand vous prenez un système et que vous tirez dessus, ou vous le comprimez, et bah, vous vous rendez compte que ça, ici, le delta L, vous pouvez faire un delta entre les deux, entre le L déformé et le L non déformé. Le L déformé et non déformé. Et donc du coup, là, vous avez une équation qui en découle. Je suis désolé, j'ai un problème de clic. Donc L moins L sur L moins L0, donc là ça vous fait le delta L, le fameux delta L, sur L0. Et donc là ça vous donne en fait une sorte d'allongement relatif, c'est une sorte de pourcentage d'allongement, c'est-à-dire qu'en gros on va définir le pourcentage sur votre matériau d'allongement, c'est-à-dire que si votre barre elle fait 50 mètres, s'il s'allonge de 5 cm, et bah du coup vous pouvez faire votre ratio, hein, vous savez que vous avez eu 5 cm, vous faites 5 cm sur 5 mètres, et vous vous rendez compte que vous avez un delta d'allongement, vous avez un pourcentage d'allongement, il y a une quantité de matériau qui s'est ou allongé ou rétracté si vous êtes en traction ou en compression. Alors, ça nous sert à quoi en fait ça, cet allongement relatif? Ça nous sert à utiliser ce qu'on appelle la loi de Hooke. Et la loi de Hooke, elle nous dit ça. Notre contrainte, elle doit être acceptée selon ce qu'on appelle, hein, vous avez
la contrainte de votre matériau, ça vous la connaissez, c'est interne à un matériau. J'ai déjà expliqué que la masse et le volume, c'est des caractéristiques de système. La contrainte, donc ça, c'est une caractéristique de matériau, c'est-à-dire que le matériau, le béton, a toujours la même contrainte. C'est-à-dire qu'elle a, par exemple, 2,5 mégapascal en traction et en compression, elle a 25 mégapascal, parce que le matériau, le béton, en fait, au niveau des contraintes, bah, en gros, le sable n'a aucun impact et les graviers n'ont aucun impact dans la résistance mécanique d'un matériau type béton en traction. Par contre, en compression, vous avez le liant. Vous n'avez que le liant en fait finalement en traction. En compression, c'est pas le cas. En compression d'un béton, vous avez donc le liant, vous avez les cailloux et le sable. Donc tout en fait vous permet d'augmenter la résistance au niveau de la compression. Au niveau de l'acier qui est bien particulier, qui est bien plus différent, en fait finalement c'est vraiment au niveau microscopique, même macro, parce que ça dépend vraiment du matériau en lui-même. Et ben en gros, les molécules de l'acier, et ben elles sont collées les unes aux autres, et donc que ça soit en traction ou en compression, vous avez la même contrainte. C'est interne à un matériau. Selon les types de matériaux, vous avez des contraintes qui sont différentes selon les types d'applications de contraintes, donc en traction, flexion, compression. Mais par contre, ce qui a d'intéressant, c'est que, bah, en gros, quand vous êtes dans un cas précis, bah, vous avez des contraintes qui sont toujours les mêmes. Et donc là, la loi de Hooke. Donc pour le cas de la contrainte, vous prenez votre contrainte de votre matériau, vous prenez le E qui est le module de Young ou le module d'élasticité qui est une caractéristique du matériau aussi. Donc vous avez deux contraintes qui sont définies, qui sont des contraintes de matériau, donc la contrainte du matériau elle-même, et le module Young, qui est aussi une contrainte du matériau lui-même, donc ça se trouve sur Internet. Et grâce à l'allongement relatif, vous pouvez obtenir votre contrainte de votre matériau. Alors, pour l'effort tranchant, ça sera un petit peu plus rapide. Donc là, la résistance des matériaux, on va juste voir la résistance des matériaux parce que vous pouvez fonctionner aussi donc avec l'allongement relatif et l'équation de la loi de Hooke. On peut enfin vérifier notre système. Donc pour notre système aussi, donc pour la résistance des matériaux en cisaillement. Donc là, il y a un cas bien particulier qui est le cas du cisaillement simple. C'est typiquement si vous aviez, ça c'est une charge appliquée sur un appui. Et ben, si vous avez une charge appliquée sur un appui, que c'est la charge la plus importante, vous utiliserez cette lettre-là. Alors c'est θ, mon souvenir, est égal à T sur S. Et donc, si vous êtes dans le cas de la flexion simple, qui est un peu différent, donc vous êtes d'accord qu'en gros vous avez vos appuis et que du coup la charge de cisaillement s'appuie à un autre endroit, et ben vous obtiendrez l'équation suivante qui est 3,5 fois T sur S. Donc ça c'est pour le cas d'une poutre rectangle de section pleine. Pour le cas d'une poutre circulaire de section pleine, donc ça c'est un tube plein, et ben ça sera 4 tiers de T sur S. Et pour une poutre circulaire, comment dire, mince, donc ça c'est un tube creux, et là vous obtiendrez 2 sur T sur S. Et ça, il faut savoir que donc la surface est toujours S qui est appliquée en mètres carrés, et la contrainte, cette charge, cette force ponctuelle, T, et ben c'est en newton aussi. Donc du coup, ça veut dire que si vous avez vos charges appliquées en newton dans le sens du cisaillement de la poutre, vous pouvez obtenir toutes ces équations-là. À défaut de savoir si vous savez, si vous êtes dans le cas d'un cisaillement simple, d'accord, si vous êtes dans le cas d'un cisaillement simple, ou si vous êtes dans le cas d'une flexion simple, pour le cas d'une poutre rectangle, d'une poutre circulaire ou d'une poutre circulaire mince. Pour le moment fléchissant, on va aussi calculer la résistance des matériaux et le déplacement des matériaux. Et on peut vérifier notre système grâce à tout ce qu'on a fait dans les autres vidéos. Donc la résistance des matériaux en flexion, l'équation, elle a l'air barbare, mais au final elle est très simple à comprendre. Donc là, vous avez un petit moins ici, c'est parce que vous êtes dans le cas où vous définissez que votre contrainte de matériaux, c'est une contrainte en traction. Moins ou plus, ça ne change pas grand chose, ça dépend si votre flèche est montante ou descendante, et ça dépend finalement de votre croix d'orientation des systèmes. Moment fléchissant maximum appliqué au système en newton mètre. Donc là, un moment, vous le connaissez, vous savez le chercher dans votre système maintenant grâce à ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. La moitié de la hauteur de la poutre
dans sa section. Ça, vous pouvez le définir parce que vous allez obtenir très rapidement une poutre et donc du coup, vous savez à quel endroit est la moitié de la hauteur de votre poutre. Et ensuite, le moment quadratique en mètre 4 qui dépend de la forme de la section de la poutre calculée. Et ça tombe bien, vous avez des abacs qui existent. Et donc là, vous avez IGZ, vous cherchez dans IGZ, et en fonction du cas où vous êtes dans une poutre rectangle, une poutre carrée, une section pleine ou une section creuse de tube, et là, vous pouvez appliquer directement. Et donc, du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez aussi donc la demi-hauteur, si vous savez que vous êtes dans ce cas-là. Vous connaissez H, et donc ce H, vous connaissez la demi-hauteur de H. Donc ça, ces choses-là, si je les donne dans un exercice, quoi que ce soit, ce sera donné, mais techniquement, vous savez où les retrouver si vous le faites par vous-même dans un exercice. Les déplacements des matériaux, en flexion, on utilise un formulaire pour trouver la flèche selon le modèle que vous avez. Alors, il faut se servir de votre représentation graphique. Il faut faire un assemblage de ces exemples pour réaliser un système proche de votre cas. Et donc, par exemple, si vous avez un cas final avec une poutre qui est chargée, avec une charge continue comme ça, et une charge ponctuelle, eh bien, vous pouvez la décomposer avec le cas 1 et le cas 2. Et donc, du coup, vous ferez la somme de ces deux cas-là sur un abac qui vous sera donné. On vous dira, oui, dans ce cas-là, bah, ça fait un type de calcul. Et bah, vous ferez ce calcul-là avec votre abac d'effort ponctuel. Et l'autre abac, vous chercherez dans l'abac où vous êtes dans le cas d'une charge linéique, comme ça, ce formalisme-là, vous allez trouver. Il y en a plein d'autres. Et donc, du coup, il faut se rapprocher au plus proche, finalement, de vos cas isolés. Et après, vous les sommez, vous obtiendrez votre résultat de déplacement de matériaux. Donc, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça dans ce cours au niveau de ces choses-là. Donc, si vous les sommez, vous obtenez le résultat et donc, du coup, vous obtenez le cas final. Donc, la flèche du formulaire 1 plus la flèche du formulaire 2 est égale à la flèche du système. Coefficient de sécurité, c'est la dernière chose sur laquelle je viens vous voir. Je sais qu'on est techniquement en transversal, mais ça fait partie des cas particuliers du bâtiment qu'il faut connaître. Et donc, les charges de dimensionnement, elles sont décomposées en charges propres qui sont définies par ces charges structurelles, donc son poids propre, et ces charges d'exploitation qui sont définies par les charges climatiques et les charges d'exploitation aussi. Et donc du coup, bah, vous savez que vous prenez votre charge d'exploitation, vous la multipliez par 1,35 dans le bâtiment et par 1,5 dans la charge d'exploitation pour obtenir finalement la charge de dimensionnement que vous allez utiliser dans votre système. Tout cela, ça va être exprimé en newton par mètre ou en newton par mètre carré ou en newton. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit très vite pour la suite. C'était Monsieur N pour l'Ortech. Salut!